Bonjour à tous et bienvenue sur le stand Arts et Métiers au Salon Global Industrie 2022. Alain Dauvillers, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Alain, vous avez une carrière très longue, très importante, notamment chez Péchinet, ensuite groupe Alcan, à la fois au national et à la fois à l'international, notamment au Canada où vous étiez VP technique. Puis vous avez été responsable monde de la partie environnement, sécurité, santé. Puis, dans une deuxième vie, on va dire, directeur du campus Arts et Métiers de Cluny. Parallèlement, vous avez un cabinet de conseil dans le domaine de la sécurité. Et puis, vous êtes, et c'est à ce titre-là que vous êtes là aujourd'hui notamment, vous êtes membre du comité d'orientation du think tank Arts et Métiers. Merci encore une fois d'être présent pour traiter le sujet qui nous rejoint aujourd'hui. On va tenter de répondre ensemble à la question est-ce que nos ingénieurs devront faire face à des défis environnementaux et sociétaux? Alors peut-être dans un premier temps, il faut placer le défi dans son contexte national et international. Aujourd'hui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que la planète est en danger, qu'il y a des problèmes environnementaux, qu'il y a des problèmes sociétaux. Alors si on veut reparler des problèmes sociétaux, récemment la guerre en Ukraine ou bien les problèmes de santé et de pandémie. Donc tout ça fait qu'on baigne aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train d'évoluer énormément et évolue très vite grâce aux nouvelles technologies. Mais quand on regarde les publications et quand on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine, on peut dire qu'on a beaucoup de choses qui font des diagnostics. On voit des études sur la fonte des glaciers, on voit des études sur la répartition des pandémies, on voit etc., etc. Et finalement, on a très peu de choses faites dans la mise en œuvre des nouvelles technologies. Si on parle d'hydrogène, par exemple, ou si on parle de décarbonation, on dit il faut décarboner, il faut mettre de l'hydrogène, mais qui va mettre en œuvre toutes ces nouvelles technologies? Et ces technologies, si on veut affronter, sauf à se réduire ou à aller droit dans le mur, il faut mettre en place des techniques et des technologies qui sont importantes. Et qui va les mettre en œuvre? Eh bien, une bonne part revient aux ingénieurs. Je ne parle pas des problèmes de comportement du citoyen, etc., qui sont d'un autre domaine, mais le rôle des ingénieurs va être essentiel dans ces défis qui nous attendent. Effectivement. La réflexion que vous avez menée s'est faite dans le cadre du think tank Arts et Métiers. Alors, avant d'aller plus loin dans cette réflexion-là, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce think tank Arts et Métiers et comment cela fonctionne? Alors, très très rapidement, le think tank est parti de l'idée que autrefois, aux Arts et Métiers, on avait des groupes de réflexion qui étaient le futur, le FIAM, le futur de l'ingénieur Arts et Métiers. Et tout ça a évolué vers maintenant le think tank qui était en fait une boîte à idées pour qu'est-ce que va être l'ingénieur des Arts et Métiers plus tard. Finalement, entre la Société des Anciens et l'école, il y a eu un rapprochement et on dit on va faire un think tank, on va construire un think tank. Et ce think tank va à la fois réunir des gens de l'école et des gens en activité pour réfléchir à ce que sera demain l'ingénieur Arts et Métiers. Et on a étendu, on a dit on va faire une réflexion qui va être plus large, qui va être la réflexion autour de la formation des ingénieurs. Qu'est-ce que va être l'ingénieur de demain? Et pour présider le think tank, on est allé chercher quelqu'un qui est aujourd'hui président de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, mais qui a une carrière et qui n'est pas Arts et Métiers, qui n'est pas de formation ingénieur, il est d'une formation généraliste et plutôt Sciences Po. Voilà. Donc voilà comment fonctionne. Et puis donc on a toute une organisation. Je voudrais simplement dire qu'à ce niveau, tous les participants sont des bénévoles et des volontaires. Et donc on a élargi, puisque maintenant on a plus d'une cinquantaine de participants qui travaillent à la réflexion. Et on a tout un ensemble de groupes et de productions qui sont sur le site Think Tank Arts et Métiers. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le comité d'orientation décide de thématiques sur lesquelles elle voudrait avancer, réfléchir. Elle mandate des personnes pour travailler sur ce sujet-là. Après, comment vous vous organisez? Comment vous vous êtes dit, tiens, on a un sujet à traiter, quelle problématique va sortir de ce sujet-là? Et puis, comment on va le traiter?
Alors, il y a beaucoup de problématiques qui ont été identifiées. Alors, on les priorise, etc. Bon, l'ingénieur intervient dans beaucoup de problèmes. Je prendrai un des derniers thèmes, c'est le problème de la santé, par exemple. Le problème de la santé, maintenant, il y a un groupe qui travaille sur ingénieurs et santé. Il y a le problème de la recherche qui doit intéresser les ingénieurs, ce qui n'est aujourd'hui un problème relativement difficile, puisqu'on n'a que à peine 10% des jeunes ingénieurs qui s'orientent vers la recherche qui font une thèse. Donc tout ça fait qu'il y a des réflexions à avoir pour la formation des ingénieurs. Donc du point de vue organisation, il y a en général un tandem, c'est-à-dire un tandem quelqu'un de l'industrie et quelqu'un de l'école qui va recruter un certain nombre de participants. Alors si je prends le groupe qui nous concerne, qui est le groupe Les ingénieurs face aux défis environnementaux et sociétaux, il y a dans ce groupe des enseignants, il y a des chercheurs, il y a un sociologue, il y avait des étudiants, il y avait des ingénieurs qui travaillent dans ce monde, il y avait des militants. Et puis on a travaillé à partir à la fois de la bibliographie, mais aussi on est allé interviewer des responsables syndicaux, des grands patrons, etc., etc. Et avec toute cette matière, tout ce qui était à nos dispositions, on a produit un rapport sur le futur de l'ingénieur arts et métiers concernant les défis environnementaux et sociétaux. De ce rapport, vous avez tenté, j'imagine, de répondre à une problématique, à une question propre au RSE. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette problématique-là? Parce que j'imagine que vous auriez pu partir dans différentes directions et que vous avez focalisé sur un angle particulier. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un monde qui est extrêmement vaste aujourd'hui, les productions. Hein, si on tape défis environnementaux ou défis sociétaux, on a des tas de références et des tas de productions. Alors nous, on s'est intéressé plutôt à la formation de l'ingénieur et plutôt que de prendre des formations ou de faire des formations sur les techniques, on considère aujourd'hui que les techniques d'environnement ou les techniques de RSE sont des techniques qui doivent être intégrées profondément à la formation de l'ingénieur, on est plutôt parti sur les compétences. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour l'ingénieur de demain ? Comment on va travailler demain? Comment on doit former nos jeunes pour qu'ils soient à l'aise dans ce contexte d'environnement et de changement et de société qui est en permanence en ébullition? Vous avez un exemple pour illustrer ces propos? Alors, je vais prendre une recommandation que l'on fait, c'est-à-dire on recommande de former les jeunes aujourd'hui à travailler avec des problématiques qui sont des problématiques complexes, c'est-à-dire avec beaucoup de variables. On a tendance, et ça c'est très scolaire finalement, hein, c'est ce qu'on apprend depuis l'école, à prendre des choses qui sont plutôt très linéaires. C'est-à-dire on pose un problème, on a une méthode et on arrive à un résultat. En général, tout ça et les mathématiques en sont un exemple, la physique est un exemple, etc. etc. Aujourd'hui, quand on attaque un problème, il faut attaquer sous toutes ses facettes. Il faut attaquer les problèmes d'environnement, il faut attaquer les problèmes de société, il faut attaquer les problèmes de santé, il faut attaquer les problèmes de respect, de démontage, de remontage, etc. Alors, pour être très trivial, je vais prendre l'exemple du fer à repasser. J'aime bien l'exemple du fer à repasser. Ce fer à repasser, il doit avant tout repasser. Alors, si je pars du fait qu'un ingénieur, avant tout, il a ses technologies, et ça, il n'est pas question de remettre en cause sa formation technique. Sa formation technique, c'est une formation de base qui est un acquis et que l'on ne contourne pas. Mais par contre, quand on lui pose le problème du fer à repasser, il y a des tas de choses qui doivent l'interroger. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait avec des matières recyclables, il faut qu'il soit, du point de vue ergonomie, parfait, il faut qu'il soit sécuritaire, il ne faut pas que la chaleur provoque des dégâts, il faut qu'il soit réparable, il faut qu'il soit démontable, il faut qu'il soit ne pas le jeter dans l'environnement comme ça, et puis, etc., etc. Et il faut qu'il soit sécuritaire pour tout le monde, et il faut qu'il soit fait avec éthique, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit fait par des enfants. Et tout ça, comment ça se termine? Ça se termine de la façon suivante, c'est qu'on trouve aujourd'hui, hein, j'ai fait l'expérience, chez Monoprix, un fer à repasser à 15 €. Donc il faut qu'il soit économiquement viable. Mais en plus, il faut qu'il dure longtemps. Donc on voit que la problématique, c'est plus du tout simplement dessine-moi un fer à repasser.
c'est plus du tout ça, c'est dessine-moi un fer à repasser, qui, et donc on aligne les contraintes. Et donc il faut apprendre à nos jeunes, du point de vue de la formation, à travailler dans un environnement qui pose une multitude de questions, et donc qui a un certain nombre de contraintes. Si je prends un projet, il faut non seulement il y ait le projet technique, mais aussi il faut qu'il y ait des projets environnementaux et des projets et des objectifs environnementaux et des objectifs sociétaux pour faire le tour de la question. On voit très clairement avec l'exemple que vous avez donné que le quotidien des entreprises, les contraintes auxquelles elles sont soumises, fait évoluer la formation. On est obligé, l'école est obligée, si elle veut survivre, d'évoluer, de faire évoluer la formation de nos jeunes. Vous avez d'autres exemples ou d'autres axes sur lesquels vous avez fait des recommandations pour l'école ? Alors je crois que l'école fait déjà beaucoup de choses, hein, puisque dans le domaine de la formation, si on liste, parce que comme l'environnement des entreprises, l'environnement général fait qu'on a des contraintes, fait que l'école aujourd'hui intègre déjà dans ses propres formations, si je parle par exemple de l'éco-conception, ou si je parle des nouvelles technologies, tout ça c'est déjà très intégré dans la formation arts et métiers, donc cette base, elle existe. Mais je vais prendre par exemple un autre axe que l'on recommande, c'est de faire en sorte que tous les engagements des étudiants, les engagements humanitaires ou les engagements dans la société soient véritablement soutenus. C'est-à-dire que non seulement ce soit un ingénieur qui maîtrise sa technique, mais aussi c'est un ingénieur engagé. On pense que demain, l'ingénieur doit être engagé. Je fais simplement une boutade, puisqu'on a eu la première femme Premier ministre, et il semblerait que ce soit la première fois qu'on ait un ingénieur comme Premier ministre. Donc voilà, c'est tout dire que... Mais on voit bien que les ingénieurs ont un rôle aussi à jouer très important dans ce domaine. Un deuxième axe qu'on peut donner comme exemple, mais je pense que le mieux, ça sera d'aller lire le site et puis d'aller lire les productions du think tank. Un deuxième axe, c'est de faire en sorte que les écoles d'ingénieurs devraient avant tout être très très engagées dans les domaines environnementaux et sociétaux. C'est-à-dire que l'ensemble de la conception des bâtiments, l'ensemble des conceptions des ateliers et des laboratoires, les méthodes, tout ce qui fait la vie de l'étudiant devrait respecter, et ce cahier des charges existe, mais devrait respecter point à point toutes ces contraintes. Et donc je pense qu'il y a un enrichissement à avoir, et donc baigner dans un environnement environnemental et sociétal fait que ça jaillit, ça rejaillit sur la formation des individus, et puis ça grandit aussi le monde enseignant, c'est-à-dire que les enseignants et les chercheurs, ça les met en place, en face des défis environnementaux et sociétaux de la société d'aujourd'hui. Donc on voit clairement une formation qui va évoluer, qui va permettre de prendre en compte toutes ces contraintes. Est-il possible malgré tout, et là je veux faire un lien sur l'aspect sécuritaire, est-il possible de former systématiquement nos jeunes à tous les problèmes auxquels ils vont être confrontés? Ou est-ce qu'il faut qu'on les accompagne, post-diplomation par exemple, sur une formation un peu plus continue pour les emmener? Par exemple, là je parlais du terme de sécurité, hein, qui est un domaine qui était très cher lorsque vous étiez en poste. Qu'on puisse justement leur donner cette approche. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ingénieur de demain va être obligé de prendre en compte de manière forte ces aspects sécuritaires? Et comment on peut les amener à les prendre en compte? Alors, une chose est certaine, c'est que l'école a déjà des formations, dans ses formations techniques, intègre un certain nombre de concepts, etc. Mais quand le jeune ingénieur se retrouve dans la vie professionnelle, il va rencontrer l'animation d'équipe, il va rencontrer l'animation de projets, il va rencontrer un certain nombre de choses qui font qu'il y a peut-être des outils qui aujourd'hui ne lui ont pas été donnés par l'école. Parce que l'école, elle est avant tout une formation technique et elle doit rester autour d'une formation technique. Il faut donc qu'elle ne peut pas tout voir, tout balayer, ce qui fait la carrière d'un ingénieur. Et donc si on prend la sécurité ou si on prend l'environnement, on peut dire qu'il y a besoin d'un complément. Et ce complément, en général, il se situe plutôt dans le domaine du management. C'est-à-dire management de la sécurité, management de l'environnement, c'est-à-dire comment, quand on est en situation d'animer une équipe ou d'animer un projet, comment on intègre ces données et comment on manage, tout en manageant son projet, comment on manage la sécurité. Et en fait, c'est bien ce que
ce que se propose de faire l'école avec AM Talent. AM Talent, qui est la filiale de formation continue de l'école. Vous pouvez nous en dire plus? C'est une filiale qui est assez récente au sein des arts et métiers. Alors c'est une filiale récente, effectivement, et donc qui regroupe tout ce qui concerne la formation continue des arts et métiers. Ce qu'on peut dire pour ce chapitre donc, qui nous intéresse ici, c'est que ce que se propose de faire AM Talent, et c'est tout à fait dans son scope, c'est de dire un jeune ingénieur qui a maintenant 3 ou 4 ans ou 5 ans d'ancienneté dans son métier, il a besoin de méthodes management. Des méthodes de management qui vont l'aider à maîtriser les données sécuritaires. Et actuellement, donc, il y a un certain nombre de projets dans le domaine HSE, donc hygiène, santé, sécurité, de façon à ce qu'on puisse, et environnement, de façon à ce qu'on puisse donner des formations spécifiques, donc des méthodes de management à des jeunes ingénieurs. Donc il y a des modules qui sont en construction et pour ne pas tout dévoiler, mais pour donner une piste qui est actuellement en cours, c'est qu'on travaille sur la construction d'un module concernant le management de la sécurité avec une société canadienne. Alors, je vais être un peu taquin, Alain. Si on met en place cette formation, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos ingénieurs arts et métiers qui sortent de l'école n'ont aucune compétence en matière de sécurité. Pas du tout, c'est pas ce que je viens de dire. C'est sûrement pas ce que je viens de dire. C'est pour ça que je veux dire, en général, les compétences techniques de la sécurité, c'est-à-dire on sait qu'il y a des règlements, on sait qu'il y a qu'on doit concevoir les choses de telle et telle façon, on sait qu'on doit respecter un certain nombre de règles quand on est dans un labo de TP, quel qu'il soit, hein, même si on fait des sciences, par exemple, comme je vais citer quelque chose qui n'a rien à voir avec les arts et métiers, mais si on fait de l'optique, quand on a des faisceaux laser, il y a tout un ensemble de règles qu'il faut respecter. Et quand on travaille sur ces choses-là, il faut effectivement... Donc tout ça, c'est bien intégré. Mais il y a une chose qui n'est pas intégrée, c'est comment, quand on a une équipe, on donne des objectifs de sécurité et comment finalement on les atteint, ces objectifs de sécurité. Et comment on les intègre au travail. Parce que le fait... Aujourd'hui, on a tendance... Quand on fait de la sécurité, je reprends l'idée de mon fer à repasser tout à l'heure. Le fer à repasser, on déroule le fer à repasser, on fait le fer à repasser, puis après on se pose la question, comment on peut faire la sécurité avec le fer à repasser? Et là, on va commencer à écrire, on va commencer à faire des choses, et on va commencer à mettre une couche supplémentaire, on va dire la sécurité. Par exemple, si on voulait faire de la formation à l'école, on dirait, on fait un cours sécurité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit véritablement de se dire, au moment où je conçois, où je suis au bureau d'études, comment j'intègre l'objectif sécurité, comment j'intègre l'objectif environnement. C'est vraiment des méthodes qui permettent d'intégrer dès le départ l'ensemble de ces concepts. Et quand on a une équipe à manager, comment on passe un message de sécurité, comment on fait en sorte que finalement on a de l'impact en tant que manager sur le comportement de ces gens en modifiant son propre comportement, comment on modifie le comportement des gens que l'on a à manager. Parfait Alain. Bon, on a bien compris, hein, nos jeunes talents qui sortent de l'école ont des vraies compétences en matière de sécurité. Par contre, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il faut qu'on leur apporte une compétence complémentaire, c'est comme ça que je vais l'appeler, du management de la sécurité. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. En fait, et puis la formation, on le sait tous, c'est la formation tout au long de la vie. Hein. Donc on a tous à apprendre quand on est en activité, on a tous à apprendre et on apprend en permanence. On apprend à la fois de l'expérience, ce qui fait que les VAE ont effectivement des choses à faire en ce qui concerne la reconnaissance diplômante, hein, de l'expérience professionnelle. Mais en même temps, il y a des formations spécifiques et ces formations, il faut qu'elles soient à disposition. Et je pense que l'école a tout à fait, l'école des arts et métiers en particulier, a tout à fait la compétence pour délivrer ce genre de message et pour faire ces formations qui, appuyées justement sur une expérience technique, lui donnent toute sa valeur. Surtout qu'elle vient de s'équiper d'un outil extrêmement performant qui est AM Talent, dont on a parlé tout à l'heure. Concrètement, cette formation, on va dire sécurité ou management de la sécurité, quelles sont les échéances? À partir de quand on pourra s'inscrire dans la formation et puis suivre ces précieux enseignements? Bon, actuellement, les discussions sont en cours avec la société canadienne. Ça se passe plutôt bien. Je pense que d'ici un an, on aura un projet qui va tenir la route.
société canadienne. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, sauf votre expérience dans le domaine. En quoi ils interviennent dans ce cursus? C'est-à-dire l'idée, c'est de faire une liaison entre ce que fait l'école, la formation décidée par l'école et faite par l'école à des ingénieurs tout au long de la vie, donc des ingénieurs qui ont déjà l'expérience, et puis des sociétés qui auraient des compétences dans ces domaines, c'est-à-dire qu'on prend les compétences, on prend la sécurité, on prend l'environnement, mais on fait des liens et on a ainsi un transfert de savoir-faire, à la fois technique d'un côté et de formation ou pédagogique de l'autre. Donc voilà, c'est une convention entre deux. Alors justement, c'est cette convention qui est en discussion parce qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant, comme dans toutes les participations collectives dans ce genre de choses. Merci Alain. Alors, on a parlé du think tank, merveilleux outil dont s'est dotée l'école pour réfléchir sur les problématiques à venir et comment on pouvait y répondre. On a parlé d'AM Talent, formidable outil aussi pour la formation continue. Un mot de la fin? Moi, je pense que je suis très très confiant sur le rôle que les ingénieurs vont jouer dans les années qui viennent. Parce qu'on a beaucoup décrié la technologie, on a beaucoup décrié en disant que c'était la source de tous nos problèmes, la source des pollutions, etc., etc. Mais en même temps, on voit très bien, par exemple, si on prend la dernière pandémie, on voit très bien que c'est un ingénieur qui a créé le premier vaccin, on a un ingénieur central, efficace, et que derrière, on a toute la logistique de diffusion de ces vaccins. Si on prend une salle d'opération aujourd'hui, ou si on prend la télémédecine, on voit que l'ingénieur, il a toute sa place, et il a de plus en plus de places, et des places où l'ingénieur doit avoir une éthique très très prononcée aussi. Ça fait partie du paysage, et je pense que l'ingénieur a tout un rôle très important. Encore faut-il le mettre en position d'acquérir ses compétences et qu'il soit bien conscient des responsabilités qu'il va avoir. Merci Alain, je vous remercie une nouvelle fois au nom de l'école pour cette intervention, le travail que vous faites pour le think tank qui nous apporte vraiment un éclairage extrêmement important pour nous. Merci. Merci Michael.